bonsoir. Alors, on va pouvoir commencer rapidement. Pierre Lemaître voulait juste parler d'un sujet qui le concerne, qui le préoccupe. Donc, je lui ai laissé la parole avant de commencer sur le sujet de son grand œuvre. Merci, merci Michael. Je suis parrain d'une association qui s'appelle DFD et qui s'occupe d'enfants dyspraxiques. Alors, je ne manque pas l'occasion quand j'ai la chance d'avoir, comme aujourd'hui, des gens qui viennent m'écouter, de prendre 2-3 minutes de leur temps pour leur dire que cette association accompagne les parents de ces enfants-là et qu'il y a ici, je ne sais pas où ils sont, à quel endroit, ça, là, voilà, ils nous font signe, voilà, des gens de l'association. Alors, je voudrais vous en dire un petit mot. On prend 3 minutes, mais je vous promets, je vous les rendrai après. Imaginez que je donne au droitier un stylo dans la main gauche et au gaucher un stylo dans la main droite. Et qu'à partir de ce moment-là, on fasse une dictée à vitesse normale. Il est évident que ça va être très compliqué parce que vous allez chercher à refabriquer chaque lettre. Vous allez être très maladroit parce que ça n'est pas votre main. Vous allez prendre beaucoup de temps et le résultat va être moche. Et à ce moment-là, je vais passer derrière vous en vous disant « Oh, non seulement tu es en retard, mais en plus c'est moche. » Vous venez de vivre là le calvaire des enfants qui sont des enfants dyspraxiques. La dyspraxie, c'est la difficulté, l'impossibilité. L'impossibilité pour les enfants, pour certains enfants, et pour certains adultes, parce que ça ne se soigne pas, de mémoriser ce qu'on appelle une routine, c'est-à-dire quelque chose que normalement le cerveau engrange et qu'il est capable ensuite de restituer sans aucun effort. Au début, nouer ses lacets demande beaucoup de temps. Puis après, on peut nouer ses lacets en faisant autre chose. Couper sa viande, mais aussi écrire la lettre A. Un petit garçon, une petite fille dyspraxique à l'école n'écrit pas la lettre A. Il se souvient à chaque fois de comment est la lettre A. C'est un rond avec une petite queue comme ça. Et donc, le temps qu'il l'écrive, qu'il se rappelle, tous les autres ont écrit le mot et peut-être même terminé la ligne. Et donc, il est tout le temps en retard. C'est quelque chose que les enfants dyspraxiques entendent toute leur vie. Dépêche-toi, tu es encore en retard. Parce que ces enfants n'ont pas beaucoup le sens du temps. Le temps est très compliqué pour eux à apprendre. Ce sont des enfants qui ont un handicap qui n'est pas un handicap de vie. Ce sont des handicapés de l'école. C'est-à-dire qu'en fait, ces enfants-là ont un quotient intellectuel normal. Souvent, ce sont les enfants qui parlent bien, qui sont même parfois assez brillants. Mais ils masquent, ils contournent en permanence leurs difficultés. Par exemple, vous voyez, vous avez des enfants qui ne savent pas faire leurs lacets, ils ne savent pas les nouer, et au bout d'un moment, comme ils comprennent qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils vont encore se faire disputer parce que c'est en retard, et que le truc sera mal fait, et qu'il va se défaire, ils mettent les lacets à l'intérieur et ils disent c'est la mode. Et donc les parents le croient. Parce que ce sont les enfants qui ont beaucoup de talent pour contourner leurs difficultés. Et donc, par exemple, c'est les enfants dont on dit facilement à l'école « Oh, il est négligent » ou alors « Oh, elle est très lente ». Bon. Et en fait, eux se coulent dans cette critique en disant « Ouais, je m'en fiche un peu ». Ils ne s'en fichent pas du tout. Ce sont des enfants qui souffrent. C'est quand même 5% de la population. Ce n'est pas marginal. Ça veut dire que dans toutes les classes de français de Navarre, il y en a un, quelque part. La grande difficulté, vous le comprenez, c'est le diagnostic. C'est-à-dire que comme ce sont des enfants qui contournent ces difficultés, on met beaucoup de temps avant de les diagnostiquer, de les repérer. Combien d'enfants diagnostiqués dyspraxiques ont un papa ou une maman qui blémit parce que d'un seul coup, ils se reconnaissent dans la façon dont on décrit leurs enfants. Donc tout ça pour vous dire, voilà, nous on a une association, bonjour les camarades, je ne vous ai pas vus avant, mais bonjour à vous. Voilà, on a une association ici avec des tracts, avec des explications. Si vous avez dans votre entourage, pardonne-moi Michael, j'ai pris un peu de temps, mais si vous avez dans votre entourage un petit garçon, une petite fille dans cette situation, qui est toujours un peu en retard, qui contourne, qui a du mal à écrire, qui a un petit peu de retard dans la lecture, qui a un problème avec le temps, qui a des problèmes d'équilibre, qui est difficile de couper sa viande, vous voyez, qui a du mal à automatiser les gestes, alors allez les voir, demandez-leur un tract, un prospectus, et dites aux parents, il y a une association qui est là pour les aider. Moi, j'ai une fille, Suzanne, elle a 12 ans, alors à 12 ans ce mois-ci, elle est dyspraxique. Nous avons eu la chance de la diagnostiquer très tôt, et donc très tôt, nous avons pu l'aider, l'accompagner. Et le médecin qui l'a diagnostiqué m'a dit,
je vais vous dire, votre fille est dyspraxique, elle va être très malheureuse à l'école. Et j'ai répondu, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Parce que ce sont des enfants très malheureux à l'école, sauf quand on peut les diagnostiquer assez tôt pour les aider, les accompagner les parents. Et c'est à ça que sert l'association dont j'ai l'honneur et le plaisir d'être le parrain. Donc merci aux amis d'être là. Et si dans votre entourage, vous avez le doute sur quelque chose, n'hésitez pas à leur demander. Voilà, on accompagne les parents, on les aide. Et ça me donne l'occasion, merci beaucoup Michael, de m'avoir accordé ces quelques minutes. Mais merci Avec plaisir. De m'avoir écouté. Merci infiniment. Merci les copains. C'est toujours bien de mettre sa notoriété au service de cause. Pas la seule d'ailleurs. Oui, je suis un homme qui cause. Voilà, donc ce soir nous avons la chance et le plaisir d'accueillir Pierre Lemaître. Alors je ne veux pas détailler sa carrière, elle est trop longue et puis vous la connaissez tous. Je vais la résumer en quelques lignes. Vous êtes écrivain et scénariste. Votre propre scénariste? Non, je ne suis pas écrivain. Ok, là on en parlera tout à l'heure. Quand vous voulez. Non, excuse-moi, je ne veux pas te chiner. Votre premier roman, Travail soigné, paraît en 2006. Vous avez obtenu le prix Goncourt en 2013 pour Au revoir là-haut. Le Grand Monde, votre 13e roman, vient de paraître aux éditions Calman-Lévy. Voilà, fin de la présentation. Votre nouveau roman s'inscrit à la fois dans la rupture et dans la continuité de votre grande fresque romanesque consacrée au XXe siècle. Avant d'en venir plus spécifiquement à ce grand monde, pouvez-vous nous présenter votre histoire naturelle et sociale d'une famille, comme l'écrivait Zola ? Alors d'abord, je dois m'excuser parce que je vous ai interrompu tout de suite dès le premier mot, ce qui est très très discourtois, alors que je suis ravi d'être là et merci à tous ceux qui sont ici, puis ceux qui sont dans la salle, qui nous regardent par écran interposé. Donc merci à tous d'être venus. Non, je voulais d'abord m'excuser de cette interruption, mais je vais en dire un petit mot d'abord. Pourquoi pas écrivain ? Le grand Raymond Chandler disait, dans mon métier, il y a deux types de gars. Il y a ceux qui écrivent des écrits et ceux qui écrivent des histoires. Alors, ceux qui écrivent des écrits s'appellent des écrivains, et ceux qui écrivent des histoires s'appellent des romanciers. Et moi, définitivement, je ne suis pas un écrivain, je suis un romancier. Donc voilà, je voulais simplement préciser. Dont acte. Alors, donc Zola. Alors, Zola... Et sa page manuscrite. Est-ce que Pierre Lemaître a une page manuscrite avec les 10 titres de ses... Non, parce que je ne suis pas un génie, quoi. Je ne suis pas le génie. Alors bon, ce que fait Michael est un peu codé, donc je vais essayer de vous le décoder. J'ai été frappé par une page manuscrite de Zola. Donc on est dans les années 1868-69, dans ces eaux-là à peu près. Et Zola, dont je profite de l'occasion pour dire qu'il n'est devenu français qu'à 21 ans. Il était italien. Non, je dis ça parce que le débat sur l'immigration... Pas mal de rappeler aussi que Zola, grand écrivain français, est devenu français à 21 ans. Bien, la parenthèse est fermée. Zola fait la liste des 20 romans qui vont composer les Rougon-Macquart et il se propose de l'écrire en 20 ans. Et quand on regarde cette liste, on est frappé par le fait qu'il a une conscience très claire de ce qu'il va faire de cette œuvre incroyable qui va prendre plusieurs volumes de la Pléiade, 20 volumes. Il a une conception très claire de tout ce qu'il y a dedans. Vous reconnaissez un certain nombre de titres, et ceux que vous ne reconnaissez pas parce qu'il a changé d'idée sur le titre, vous reconnaissez derrière ce titre-là celui qu'il sera finalement attribué à ce roman. Et ce qui est incroyable, c'est que vous vous rendez compte que les 20 romans, il va les écrire en 22 ans. Ben oui, il a 10% de marge. Bon, alors cette conceptualisation-là, il faut être un génie, comme l'étaient les grands écrivains, les grands romanciers du 19e siècle pour le faire. Moi, quand on est Pierre Lemaître, on a intérêt à être plus modeste. 10 seulement. Et donc, voilà, c'est 10 seulement, c'est la moitié, vous voyez. Et puis, je n'ai pas une conception si arrêtée, et si vous me demandiez la liste des 10 livres, je ne saurais pas la faire. Ce que je saurais faire quand même, c'est je pourrais vous dire quand même où ça va. C'est-à-dire, peut-être que je ne saurais pas vous dire comment seraient composés les 3 derniers, mais sur les 4, dont celui-ci est le premier, cette petite tétralogie qui va courir sur les 30 Glorieuses, je sais où vont les personnages. Je ne sais pas comment ils vont y aller, mais je sais où ils vont. Donc, vous allez feuilleter et feuilletonner le XXe siècle, c'est ce que vous dites? Oui, alors, bon, c'est une formule. C'est une formule.
pour intéresser les gens. De temps en temps, on fait des jeux de mots comme ça, alors bon, feuilleter, feuilletonner. Mais en même temps, l'expression, pour un peu gratuite et prétentieuse qu'elle ait l'air, elle n'est pas fausse. Feuilleter parce que je ne suis pas un historien. C'est-à-dire je ne fais pas œuvre d'historien avec ces livres. Et donc, je pense que feuilleter traduit assez bien l'idée qu'il y a une certaine superficialité dans ce travail. Il y a un plaisir à feuilleter, à revenir en arrière, et à le faire de manière légère. Vous voyez, quand on feuillette, ça a quelque chose de superficiel et de charmant. Alors que si je voulais raconter le siècle, d'un seul coup, je me trouverais devant quelque chose de tout autre. Je voudrais avoir une certaine exhaustivité, une certaine vérité historique. C'est pas trop mon truc. Donc moi, mon truc, c'est plutôt de feuilleter le siècle, j'ai envie de dire un peu tel que je m'en souviens, puisque je suis un homme de ce siècle. Et le feuilletonner, parce que je souhaite que la tétralogie ne soit pas un feuilleton. Les 4 romans sont indépendants les uns des autres. Et vous pourrez, à la limite, lire le 2e sans avoir lu le 1er, commencer par le 3e, ça n'aura aucune importance. Mais à l'intérieur, je feuilletonne, c'est-à-dire j'essaye de retrouver le plaisir que j'avais quand j'étais enfant et que je découvrais les grands feuilletonistes du 19e siècle, Dumas en premier. C'est le plaisir d'avoir le plaisir de la frustration. Le plaisir de la frustration est un... Alors, faut savoir le dominer, hein, évidemment, mais la frustration peut conduire au crime, mais elle peut conduire aussi à certains plaisirs. Hein, on le sait bien, la frustration, quand elle est bien gérée, c'est un plaisir, le plaisir de l'attente et de la découverte enfin récompensée. Et c'est celle qu'on a dans le feuilleton. On est sur un épisode, il s'interrompt à un moment où on espère avoir la réponse à une question, c'est que cette réponse, elle est différée. Et au fait, le désir s'accroît quand les faits se reculent, comme disait notre grand tragédien. Donc, en fait, ce grand plaisir de lecteur, j'essaie de le retrouver à l'écriture et j'espère aussi de le provoquer chez le lecteur. Ouais. Vous dites d'ailleurs que vous n'êtes pas, vous ne produisez pas, vous n'écrivez pas des romans historiques, mais des romans picaresques. Pas tous, non, je pense pas. Non. Le décalogue. Non, je l'ai dit un peu plus pour Au revoir là-haut que pour les autres. Alors, là encore, j'ai le droit d'être prétentieux 5 minutes. Hein, ok. Hein, si vous permettez, Brest, oui. Voilà, je vais être pédant pendant 5 minutes. Le roman picaresque est né en Espagne, au XVIe siècle. Et le roman picaresque est un roman dont le héros vient des strates les plus défavorisées de la société et qui fait que ce héros, pour survivre seulement, est obligé de devenir malhonnête. Le prototype dans notre littérature à nous, c'est Beaumarchais, c'est Figaro. Hein, rappelez-vous, Figaro qui dit au comte Almaviva, qu'est-ce que vous êtes donné, vous, comme mal dans la vie, naître, d'ailleurs homme assez ordinaire, tandis que moi, pour survivre seulement, j'ai dû dépenser plus d'énergie qu'il n'en aurait fallu pour gouverner toutes les Espagnes. Donc en fait, ce que dit Figaro, c'est moi, je suis devenu malhonnête, mais parce que c'était ça ou mourir. Et donc le roman picaresque, on le retrouve dans toutes les grandes périodes de la littérature, avec des romans, le tambour de Günter Grass, par exemple, ou Au revoir là-haut, ce sont des romans picaresques dans la mesure où on prend un héros, on le fait devenir malhonnête et on pose la question de la morale. Est-ce que nous, on a le droit de critiquer moralement un être qui fait quelque chose de malhonnête alors que c'était au fond sa survie qui était en question? Donc le roman picaresque, c'est ça. Alors je l'ai utilisé à plusieurs reprises dans mes romans, mais on ne peut pas dire que celui-ci soit plutôt un roman picaresque. Sur ce plan-là, bien que j'aime pas trop ça, c'est hélas un roman historique. On va y venir. Ce nouveau roman marque le début d'une tétralogie qui fait suite à la trilogie des Enfants du désastre. Au revoir là-haut, Les couleurs de l'incendie, Miroir de nos peines et qui s'achevait en 1940. Le Grand Monde, puisque on y arrive, est donc le premier livre de cette nouvelle tétralogie intitulée Les années glorieuses, qui va couvrir la période des 30 glorieuses, une partie en tout cas. Et contrairement à la première trilogie, ce cycle sera centré sur un personnage collectif, la famille Pelletier, parce que je crois que dans la première trilogie, vous n'aviez pas osé construire quelque chose. Oui, vous avez raison. Il a tout lu. Hein. Il a lu toutes les interviews, il a regardé toutes les... Il est impressionnant ce garçon. Hein. Ses lunettes m'avaient impressionné, mais sa préparation n'est pas moins impressionnante. Elles sont là pour ça. Oui, j'imagine. C'était quoi la question ? Pourquoi on passe d'un faux semblant dans la première trilogie, où les personnages sont liés les uns aux autres, mais par un détail,
Là, on passe carrément Ouais. sur une tétralogie qui va être consacrée à un personnage collectif, mais réellement. Ouais. Alors ça, c'est une question. J'ai répondu tellement de bobards que je ne sais plus ce qui est vrai. Une question qu'on m'a posée très souvent. J'ai répondu tellement de trucs que je ne sais plus ce qui est vrai. Alors ce soir, la vérité de ce soir, vous pourrez dire bon. À Brest, il a dit ça. On ne saura jamais si c'est vraiment vrai. En fait, alors, quand je parle de mon métier, je ne fais pas beaucoup rêver parce que le lecteur, la Au lectrice, contraire. ouais, enfin vous allez voir. Oui, on Vous verra. allez voir, Michael. C'est que en fait, le lecteur a plutôt l'image de l'écrivain comme quelqu'un qui est transpercé par l'inspiration. Vous voyez. Bon. Moi, je crois beaucoup plus à la transpiration. L'inspiration, je ne sais pas bien ce que c'est, mais moi, je bosse. Et je crois que faire une histoire, fabriquer une histoire, c'est d'abord beaucoup, beaucoup de travail. L'inspiration, c'est un truc auquel je ne crois pas trop. Et donc, pourquoi je vous dis ça pour répondre à la question que me pose Michael? C'est parce que prendre une famille, c'est très difficile à faire sur le plan technique. Vous devez à la fois suivre chacun des personnages. Chaque personnage doit avoir son enjeu et le lecteur ou la lectrice doit être capable de repérer qu'est-ce que veut chaque personnage, qu'est-ce qu'il désire, de quoi il a peur, etc., quels sont ses enjeux. Et en même temps, vous devez tricoter votre truc pour que les personnages se croisent et que le croisement provoque dans la destinée de chacun un nouvel élan. Dans ce livre-là, Étienne, le plus jeune fils, va avoir sa vie modifiée parce qu'à un moment, il a besoin de son frère aîné, François, qui est journaliste à Paris. Et donc, l'interaction entre les deux frères va créer quelque chose de nouveau dans le livre, un nouvel épisode. Et ça, cette gestion, elle est d'autant plus compliquée que vous avez beaucoup de personnages. Plus vous avez de personnages, plus la combinatoire de croisement de ces personnages va être élevée. Et donc, c'est une gestion, moi, qui me faisait peur. Et je n'avais pas l'impression... Et puis, comme je prends de l'âge, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Vous voyez ? Donc, juste avant d'aborder la chimio, on ne sait jamais ce qui peut se passer, je me suis dit, bon, allez, on va essayer de se lancer dans quelque chose d'ambitieux. Voilà. Donc, sur ces 4 tomes. La famille Pelletier sur ces 4 tomes. Ouais, alors, c'est pas une saga. C'est pas. J'ai l'impression d'être discourtois parce que chaque fois, j'ai l'impression de commencer. Je ne suis pas parlé de saga. Hein. Non, mais j'ai l'impression de commencer toutes mes phrases par nom. Alors, c'est compliqué. Bon, non, on a beaucoup parlé de saga familiale. Ça n'est pas encore une saga. Une saga, vous savez, le mot de saga a été fabriqué par les Islandais. C'est l'Islande, grand peuple d'écrivains, qui a fabriqué la notion de saga. Et donc, la saga décrit ce qu'est une histoire avec la succession des générations. D'accord ? Donc, par exemple, prenons les Rougon-Macquart dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment une saga, puisqu'on va assister à plusieurs générations de Rougon et de Macquart. Prenons les Buddenbrook de Thomas Mann. Malgré qu'il n'y ait qu'un seul gros volume, on va suivre 3 générations de la même famille, hein, les Buddenbrook. Donc, pour l'instant, c'est une histoire familiale. Ça deviendra une saga si, au cours de la tétralogie, j'aborde la seconde génération. Ce que j'ai prévu de faire. Ou dans la dernière trilogie, enfin, après la tétralogie. Voilà. Visiblement... C'est clair ce que je dis, non? Non, parce que d'un seul coup, comme ça, je pars dans un truc, mais vous comprenez ce que je veux dire, hein? Vous avez de la chance, parce que même moi, des fois, je me perds un peu. D'après ce que j'ai lu, vous avez déjà posé les jalons des 3 autres titres, c'est-à-dire 1952, 1965, 1970. C'est ça pour les prochains titres? Alors, non. C'est ce que vous avez dit. Excuse-moi, ça s'appelle un running gag. Hein, c'est un gag répétitif. Non, mais peut-être que quand vous l'avez lu, c'était vrai. Hein, c'était la semaine dernière, hein. Dans le Télégramme. Ah oui, c'est vieux. Non, c'est vieux. Non, mais le Télégramme a peut-être pas bien retranscrit les chiffres. J'espère que les lettres étaient bonnes. Non, ça sera 48, 52, 59, 65. D'accord. Ok, on rectifie. Hein, voilà. L'intrigue du Grand Monde se déroule durant l'année 1948. Ça, c'est bon. Oui, bravo. Bravo. Pourquoi cette année 1948? Alors, il y avait plusieurs choix. J'ai pris la médiane. D'une période qui va globalement de 46 à 51, 52. Bon, j'ai pris, vous voyez, l'année 48 qui est à peu près au milieu. Alors, pourquoi cette période? C'est parce que ma grande découverte, ça a été de voir que les 30 Glorieuses commençaient par des années plutôt piteuses.
hein. Moi, l'image que j'ai des 30 Glorieuses, c'est l'ascenseur social, les années de la voiture, du béton, les années du frigo, des machines à laver, de Brigitte Bardot, de Pompidou. Vous voyez, bon, c'est ces années-là, quoi. Ce qui est assez vrai. Mais je n'avais pas imaginé que ces années-là, ces 30 années-là, en fait, n'en comportaient que 20. Parce que les 10 premières années sont assez difficiles. Ce sont les années de l'après-guerre. Et j'ai découvert qu'elles étaient beaucoup plus âpres et difficiles que je ne l'avais moi-même imaginé. Et elles ressemblaient, mutatis mutandis, hein, elles ressemblaient aux années d'après-guerre d'Au revoir là-haut. Au fond j'avais l'impression que toutes les après-guerres se ressemblaient. Dans la mesure où les conséquences, c'est la continuation de la guerre. C'est-à-dire qu'au fond, les peuples vivent en paix puisque la guerre s'est arrêtée, mais les conséquences de la guerre pèsent encore sur leur quotidien, et on l'avait vu avec Au revoir là-haut, et je le retrouve avec aujourd'hui ce roman. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes années, mais les effets sont les mêmes. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, 48, ça me permettait en plus d'aller faire un tour du côté d'un autre grand monde, qui est un établissement à Saïgon. Ça me permettait d'aller regarder cette guerre d'Indochine. Ce n'est pas un roman sur la guerre d'Indochine, mais en tout cas, la guerre d'Indochine fait partie des sujets qui sont abordés. Donc, 48, je dirais, pour être au milieu de cette période un petit peu troublée qu'est l'après-guerre. D'accord. Alors, après, on voyage beaucoup. Vous nous emmenez à Beyrouth, à Paris et surtout à Saïgon. 3 villes, 3 ambiances. Alors, commençons par Beyrouth, qui est le berceau de la famille Pelletier. Pourquoi ce choix de Beyrouth? Alors, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Si, page 473, on vous le dira. Mais ouais. N'allez pas voir la page 473 avant d'avoir lu les 472 qui précèdent. Non, par contre, il y a un lien très fort entre la France et le Liban depuis le 19e siècle, 1860, et surtout le mandat 23-43. Donc on est juste après le mandat français. En fait. Ouais, c'était alors bon pour les raisons qui sont un peu codées. On ne va pas vous répondre à la question parce que ça serait vous gâcher un suspense que j'ai mis 450 pages à préparer à votre intention. Bon alors vous pouvez, c'est vous qui avez dépensé 23 € hein, pour acheter le livre, donc vous pouvez aller à la page que vous voulez. Le livre vous appartient. Bon, maintenant, si vous voulez avoir le plaisir de la surprise, je me permets de vous recommander de suivre notre conseil. C'est de lire à peu près les pages dans l'ordre. Bon, mais maintenant, vous faites ce que vous voulez. Hein. Bon. Okay. Alors, le Liban était intéressant pour moi, indépendamment de cette page emblématique, parce qu'elle me permettait de mettre en scène une famille qui me permet, c'est une famille bourgeoise de Beyrouth, qui me permet de mettre en scène une famille bourgeoise dont les stéréotypes vont être en quelque sorte remis en question par ces années. Les années des 30 Glorieuses, ces 30 années qui vont globalement de 45 à 75 pour faire court, sont des années où beaucoup de schémas bourgeois vont être remis en question. Le premier, c'est le féminisme. Au fond, c'est dans ces années des 30 Glorieuses que le féminisme va naître véritablement et va commencer à se développer. C'est une guerre qui n'est pas gagnée, hein, c'est encore une lutte de tous les jours, mais en tout cas, c'est dans ces années-là que les mouvements féministes vont remettre en question la domination masculine qui était sans partage dans l'immédiate après-guerre. On va trouver dans le roman suivant, par exemple, quelque chose du côté de l'avortement. Dans le roman d'après, on va le trouver du côté de la guerre froide. En fait, ce qui est assez frappant, c'est que ces années vont ébranler beaucoup de certitudes. Et le fait d'avoir choisi cette famille bourgeoise de Beyrouth me permet de mettre un coin, en quelque sorte, dans un stéréotype bourgeois qui est que les enfants reprennent le commerce des parents, comme chez Balzac. Hein. Chez Balzac, les fils de notaires deviennent notaires, les fils de médecins deviennent médecins, les fils d'agriculteurs deviennent agriculteurs. Et là, on a un père qui veut, il dirige une savonnerie, il veut que son fils aîné, bien sûr, reprenne l'usine familiale et tous les deux vont y échouer. Ça ne va pas se passer comme sur le plan. Donc on a Beyrouth, on a Paris, et là, à Paris, vous nous parlez de quelque chose d'important qui est l'avènement de la presse qui se libère de la tutelle politique. Oui, alors ça c'est une histoire vraie.
le modèle de ce journal du soir, c'est un journal qui s'appelle France Soir. Les plus jeunes, évidemment, ne le connaissent pas, mais aux plus anciens, ça dira sans doute quelque chose. Le titre existe encore, mais enfin, il n'a plus aucune importance. Mais à l'époque, France Soir est un journal naissant. Il est né directement de la Libération, hein, en 1946, dans les années difficiles qu'on a évoqué il y a quelques instants, crise du papier, fort taux d'inflation qui fait que le journal est beaucoup trop cher pour les gens. Enfin, personne ne sait par quel bout prendre ces années qui sont des années compliquées. Et donc ce journal va naître dans ces années-là, et à mesure où la société va s'élever en quelque sorte dans l'aisance, ce journal va accompagner le mouvement d'enrichissement général de cette période-là. C'est un personnage collectif assez intéressant. Il apporte à cette époque une très grande nouveauté. Son patron s'appelle Pierre Lazareff, chez moi il s'appelle Adrien Denisov, et Lazareff a une intuition géniale que vous venez de soulever. Il comprend que le modèle des quotidiens, le modèle de la presse doit s'inspirer de ce qui se passe en Amérique. L'Amérique est évidemment le pays phare pour la France, qui a été libéré aidé par l'Amérique. Et donc, les regards de la France sont terriblement tournés vers l'Amérique. Et l'Amérique, elle a abandonné depuis très longtemps, peut-être même ne l'a-t-elle jamais connu, le système de la presse français. Ce système voulait que les journaux soient financés par des partis politiques. En fait, les journaux existaient comme des relais d'opinion des partis politiques. Et Lazareff va avoir cette idée géniale de dire il faut se libérer de ça. Il va subir une autre censure qu'il va d'ailleurs en grande partie accepter. C'est ce qu'on verra dans le 3e volume de la trilogie, la censure gaullienne. Mais en tout cas, il a une idée, c'est que le journal doit être financé par ses lecteurs et par la publicité, et non plus par les partis politiques. Et ça, c'est une idée très nouvelle. Donc on a Paris et la presse, le fait divers, parce que là, c'est aussi un élément important dans le roman. Et puis Saïgon. Saïgon, alors là, c'est la guerre d'Indochine, et vous dites que c'est une guerre capitaliste. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Je veux dire, les guerres coloniales sont des guerres capitalistes. Enfin, je veux dire, elles sont nées avec le capitalisme de la Renaissance. C'est ça qui a fabriqué l'esclavage, c'est ça qui a fabriqué les colonies. Enfin, je vois pas très bien ce qu'on peut dire d'autre. Hein. Vous parlez notamment d'un scandale méconnu, l'affaire des piastres. Alors ça, c'est aussi assez génial, ça, cette affaire des piastres. Mais c'est vachement compliqué à expliquer. Je comprends votre lâcheté. Ah, l'affaire des piastres. Hop, non, mais vous l'avez fait souvent maintenant. Vous le savez résumer en 2 mots facilement. En 2 mots, l'affaire des piastres. Bon. L'affaire des piastres. Alors. Les piastres, c'est la monnaie locale. Voilà. Bravo. J'apporte quelque chose. Ah oui. Même de très constructif. Et alors, quelle est la parité de la piastre ? Oula, c'était 8 pour 17. Non, c'est 8 pour 1. Oui, mais on était à 8... Bon, je vous la refais au ralenti. Oh, allez. Hein, voilà. Hein, bon. Alors, je dois être dyspraxique. Voilà. Non, mais c'est agréable de s'amuser. Alors, jusqu'en 1945, une piastre vaut 8 francs. C'est-à-dire, quand vous allez à la banque, vous avez une piastre, en échange, on vous donne 8 francs. Okay. Et le Père Noël du capitalisme dégringole à Noël 45 et décide que la piastre ne vaudra pas 8 francs, mais 17. Ah, j'avais raison, 8, 17. Oui. Bon. Oui, non, vous aviez raison. Et donc, ça veut dire, en fait, que la piastre est terriblement surévaluée. Elle a le double de sa valeur. Donc, imaginez, je suis à Saïgon, j'ai des piastres, et je décide de vous acheter à vous, qui êtes en France, quelque chose. Je vous achète un masque contre le Covid. Hein. Donc, vous me dites, ça vaut 8 francs. Donc, je vous envoie une piastre. Sauf que quand elle arrive là-bas, pour ce même prix, j'ai droit à 2 masques. Parce que ma fortune a doublé. Donc, si je vous achète 20 millions de masques, je peux d'un seul coup vous en acheter 40 millions pour la même somme. C'est-à-dire que ma fortune a doublé. Donc, je vous achète n'importe quoi, je vous achète des masques, je vous envoie beaucoup d'argent, mon argent double, les masques, j'en ai rien à faire, vous pouvez les foutre à la poubelle. Ce qui m'intéresse, c'est que l'argent revienne à Saïgon, je le retransforme en piastres et je double ma fortune à nouveau en vous rachetant des élastiques pour les masques. Pour les masques. Juste les élastiques cette fois-ci.
Donc ça veut dire, en d'autres termes, que les petits malins ont très vite compris qu'avec ce système, il n'y a aucun système au monde qui vous permet aussi rapidement de doubler une somme. J'ai 100 francs, je l'envoie là-bas, c'est 200 francs. Je la fais revenir ici, je vous la renvoie pour 200 francs, c'est 400 francs. En 2 tours, mes 100 francs sont devenus 400 francs. Et donc ça va coûter 1 milliard par jour à l'État français. De francs d'anciens. Ouais. Donc, grande question, quand je découvre ça, qui est un scandale qui a été dénoncé en 1952, moi je me situe en 1948, et mon personnage, Étienne, va découvrir ce trafic de la piastre sur lequel toute la ville de Saïgon fonctionne. Tout le monde essaie d'aller à l'agence des monnaies pour avoir le coup de tampon permettant d'envoyer de l'argent qui va doubler sa valeur et revenir sous la forme de lingots qu'on transforme en piastres et qu'on fait repartir vers la métropole pour redoubler à nouveau. Donc ce système coûte énormément d'argent à la France, et la question que je me suis posée, c'est, puisque la France le sait, puisque c'est une parité qui est installée par le gouvernement ne peut pas faire semblant d'ignorer que la piastre ne vaut pas 17 francs mais seulement 8. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce que la France va, pendant des années, accepter de dépenser tous les jours autant d'argent ? C'est une vraie question à laquelle j'essaie de répondre dans le livre. Dans le livre. Il faut lire le livre, par contre. J'ai bien fait le coup du mystère, là. C'est bien. Ça donne envie. Ceux qui n'avaient pas envie d'acheter le livre, là, ils se disent « Ah !» Depuis le début, vous le lisez surtout. Page 1, on commençait. On a la guerre d'Indochine, on a ce scandale méconnu, Étienne devient lanceur d'alerte. Et puis là, vous apportez encore un petit élément intéressant qui est l'importance des sectes, qui vont se mettre un peu entre le marteau et l'enclume. Et c'est très intéressant aussi. Ouais. Alors ça, c'est une découverte aussi. Je découvre les sectes. Alors, pour moi, les sectes, c'est la secte Moon, vous voyez, des choses comme ça, quoi. Vous voyez, bon. Et là-bas, je vois des sectes qui ont des croyances très, très bizarres avec des religions extrêmement surprenantes. Et donc, j'ai fabriqué une secte qui est fabriquée avec des petits bouts de différentes sectes de celles qu'on trouve en Indochine. Et ça pose une vraie question à laquelle les personnages du roman répondent sur la place incroyable que les sectes avaient pris dans l'Indochine de ces années-là. Alors, pour l'expliquer en 2 mots, c'est déjà une population particulièrement sensible à la religion. Hein, ce sont des peuples, ce Vietnam des années d'après-guerre, volontiers animistes, volontiers millénaristes. Hein. C'est, je crois, une culture qui est héritée, à mon avis, de très très loin, un mélange de confucianisme et de bouddhisme. Vous voyez, c'est une religion, enfin, un pays qui a été au carrefour de beaucoup d'influences religieuses et culturelles, qui fait qu'il y a une sorte de tradition comme ça qui imprègne le pays de croyances. Et il se trouve que ces croyances vont d'une certaine manière sauver la vie de beaucoup de gens. Parce que, comme vous le disiez, ce pauvre peuple, torturé par le colonialisme français, se trouve effectivement entre le marteau et l'enclume, entre le Viet Minh, c'est-à-dire au fond le communisme pro-chinois qui envahit et qui veut gagner la péninsule, et de l'autre côté, le colonialisme français incarné par le corps expéditionnaire. Et au fond, ce pauvre peuple est pris en étau entre deux mondes qui se font la guerre, le Viet Minh et la France, et en fait, il souffre d'être racketté par l'un, torturé par l'autre. Et en fait, la secte, à un moment, va constituer une sorte d'îlot, peut-être pas de paix, mais je dirais de résistance, qui fait que ces sectes vont s'installer dans un village, vont négocier avec le corps expéditionnaire et avec le Viet Minh une part de liberté, vont juguler le racket des uns et des autres, et au fond s'installer comme étant une sorte de force, non pas pacifique, mais une espèce de no man's land qui va permettre aux gens de se sentir moins menacés, moins rackettés. Et au fond, la secte va prendre de l'importance, va trafiquer de l'opium, va fabriquer sa police, va fabriquer son armée, va devenir une sorte de petit village forteresse à l'intérieur desquels les Indochinois vont pouvoir continuer de vivre ce qu'ils ne peuvent pas faire lorsqu'ils sont balayés d'un côté par le Viet Minh et balayés de l'autre par le corps expéditionnaire. Au fond, il y a une espèce de recherche d'un territoire tiers que la secte va incarner. Et donc, les sectes qui ont déjà beaucoup de succès dans cette population va d'un seul coup devenir un outil politique pour trouver une sorte
si ce n'est de liberté, du moins de tranquillité relative qui va les mettre en tout cas à l'abri de l'arbitraire dans lequel les places l'étau dans lequel ils sont situés. Comme un havre de paix. Un peu. On voit que vous connaissez très bien votre sujet historique. D'ailleurs, comment travaillez-vous la partie historique de vos romans? Je crois que vous avez une méthode particulière qui n'est pas de lire du contemporain, mais d'aller lire les quotidiens et les magazines de l'époque. Ouais, j'ai découvert ça. Alors, on a la chance d'avoir à la BNF, la Bibliothèque nationale de France, qui a numérisé un très 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 grand nombre de journaux et de magazines. Et donc je l'ai utilisé, ce fonds qu'on peut utiliser sur Internet, qu'on peut consulter gratuitement sur Internet, merveille de la BNF, sauf que leur numérisation s'arrête à la guerre. Et donc j'avais profité de ça, et je m'étais dit, oh là, c'est royal comme ça, et puis hop, ça s'arrête en 1945, et en 1945, ça n'existe plus, ils ont passé dessous. Ils ont passé dessous pour continuer la numérisation. Hein, la culture souffre dans ce pays. Donc, ils ont arrêté de numériser. Et donc, je me suis dit, comment je vais faire? Alors, j'ai trouvé une autre bibliothèque. Nos bibliothèques sont merveilleuses. Une bibliothèque qui se trouve à Nanterre, la bibliothèque de l'Université de Nanterre, qui, elle, a les journaux de France Soir, physiques, hein, les journaux physiques de France Soir, depuis 1945 jusqu'à la fin. Ils ont tout. Alors, c'était un journal de très, très grand format. Très grand format. On n'imagine pas, hein, c'est un journal très très grand, et donc on voit arriver des cartons, et par année, il y a 4, 5, 6 cartons, parce que c'est des journaux qui ont fini par faire 18, 24, 30 pages. Bon. Et donc, vous êtes des cartons comme ça, et je m'installe à la bibliothèque et je feuillette. Et je feuillette tous les jours le journal, et je lis le journal. Alors, lire le journal, le feuilleter comme ça, vous apprend absolument tout ce que vous voulez sur l'époque. Vous voyez, quels sont les soucis des gens, de quoi ils ont peur, qu'est-ce qu'ils espèrent, qu'est-ce qui les fait rire, qu'est-ce qui les amuse, qu'est-ce qui les charme, comment ils parlent, ce que coûtent les choses. Vous voyez tout, vous apprenez. Vous voyez, c'est d'un seul coup une espèce d'immersion dans le siècle. Et je trouve que c'est une méthode absolument merveilleuse pour s'immerger dans une époque que de feuilleter les quotidiens tous les jours. Donc j'ai passé des heures et des journées à feuilleter France Soir comme ça. Pendant toutes ces années, c'est un travail merveilleux. Je fais plein de photos que je ne regarde jamais après. Mais je note des idées et je vois se dérouler le film de l'époque. Donc pour la partie rigueur historique, vous avez fait appel à quelqu'un, Camille Clairet, qui est votre assistante, qui vient d'être diplômée, je crois, en plus. Oui, elle a passé son doctorat. Quand je l'ai embauchée, c'était une jeune agrégée. Et je suis très fier. Maintenant, je travaille... Très beau sujet de thèse, j'ai un regardé. Docteur, oui, hein. Elle a fait une thèse sur les femmes de l'Action française. L'Action française, c'est un mouvement d'extrême droite. Hein, féminisme dans l'Action française, j'ai regardé ça, c'est passionnant. Assez passionnant, c'est quelle est la motivation. La question que pose sa thèse, c'est quelle est la motivation de femmes d'aller militer dans un mouvement qui veut le plus grand mal aux femmes? Qu'est-ce qui fait que les femmes vont aller dans un mouvement aussi antiféministe que ça? C'est une vraie question intéressante. Et donc elle s'occupe de la rigueur historique, elle intervient, et elle a une petite marge de manœuvre, pas grande visiblement. Non, je suis patron. Elle relit le roman pour vous dire non, ça, non. Alors, ce que je demande à Camille, c'est trois choses. D'abord, c'est quelqu'un avec qui je discute de mon sujet. Je lui dis, écoute, voilà, tu vois, j'ai envie de faire ça. Là, en ce moment, je suis en train d'écrire le 3e tome. Là. Je lui dis, bon, tu vois, j'aimerais travailler sur la guerre froide. Alors, voilà ce qui me vient. Et déjà, elle redresse ce qu'on appelle des représentations. C'est-à-dire qu'on a une certaine idée, mais quand on n'est pas un historien, cette idée, elle n'est pas toujours le reflet de ce que l'histoire aujourd'hui a construit comme objet. Vous voyez, l'idée que j'avais des 30 Glorieuses, par exemple, quand je lui en ai parlé, elle me dit « Ouais, mais tu sais, les 30 Glorieuses, au début, c'est pas du tout ça. » Et c'est elle qui me met la puce à l'oreille et qui, d'une certaine manière, redresse la représentation que j'en ai et me permet d'aller vers une certaine vérité historique, en tout cas avec une certaine... Bon. Donc ça, la première chose, c'est que je discute avec elle, et puis comme ça, j'écoute. C'est elle qui me dit, les sectes, peut-être il faut les envisager autrement, peut-être que c'est pas tout à fait ce que tu crois. Alors ça, c'est la première chose. On bavarde. Je la paye pour bavarder. J'espère qu'elle est bien payée. Alors, on va revoir les conventions collectives de...
Alors, puisque vous m'amenez sur ce terrain, Non. On revient à notre... je suis un patron extrêmement Ça progressiste. ira bien, mais j'en ai aucun doute. Personne n'a doute. Non. Écoutez, on va s'arrêter là. Je vais vous raconter une anecdote. Allez. Je la raconte jamais. Ah bah, Je la raconte bonus. jamais. Quand j'ai eu besoin d'une historienne, j'ai appelé Emmanuel Laurentin, qui est un journaliste spécialiste de l'histoire à France Culture. Et je lui dis, écoute, j'ai besoin d'un étudiant, d'une étudiante qui aura envie de gagner un peu de sous. Non, je lui dis pas ça. D'une étudiante pour m'aider à travailler. Donc, je vous passe le détail. Un jour arrive cette jeune fille qui habitait pas très loin de chez moi, qui était donc agrégée et qui était doctorante. Elle préparait son doctorat dans un laboratoire d'histoire sur le féminisme. Donc, elle vient me voir... avec son petit carnet, son crayon, tout ça. Et puis, je lui dis, voilà, ce dont j'ai besoin de notes de synthèse, enfin, ce que je vais vous expliquer juste après quand j'aurai fini cette anecdote. D'accord, alors elle note ça, voilà, comme ça. Et puis, bon, on discute, et je lui dis, écoutez, je vous propose de faire un essai. Et puis, vous allez voir si vous avez envie de travailler avec moi. Et puis moi, je vais voir si j'ai envie de travailler avec vous, quoi. On s'essaye, puis si ça ne marche pas, on se dit, bah voilà, chacun a le droit de dire, j'ai pas envie de travailler avec vous. Bon, voilà. Et je lui dis, bon, c'est la fin, on n'avait pas abordé la question des sous. Et donc, je lui dis, combien je vous paye? Et là, mes amis, écoutez bien, elle me dit, c'est payé? Vive la recherche française. Exactement, Michael, exactement. Alors, essayez d'imaginer ce que ça veut dire. Ça veut dire que sa prof de fac lui a dit, il y a un écrivain qui cherche un collaborateur, elle est venue, et qu'il y a des générations d'étudiants que des gens comme moi ont pressé en leur disant hey, vous pourrez dire, vous avez travaillé avec Pierre Lemaitre, ça vaut de l'or. Vous voyez? Bon. Et moi, je lui dis non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Hein, et je pourrais citer des gens qui ont essoré des générations de normaliens. Non, je dis pas qui, mais je vous assure. Pas bon, ça y est, des coups de pied au cul qui se perdent. Ouais. Hein. Bon. Et donc, moi, je lui dis écoutez, quel est votre salaire de prof? Alors, combien vous faites d'heures? Quel est votre salaire? On a divisé. Je dis, je vous paye votre salaire de prof. Alors, on me dit, comment on fait pour les heures? Vous me dites vos heures. Vous me dites, j'ai passé 4 heures, j'ai passé 5 heures, et puis je vous paye 5 heures. Voilà, un peu plus compliqué que ça. Elle pensait qu'il y aurait un contrôle sur les heures. Non, vous voyez, c'est-à-dire... Non, mais voyez, cette fille-là, écoutez, elle avait 25, 26 ans. Elle était en train de passer le plus haut diplôme de la hiérarchie française des diplômes, le doctorat. Et cette fille-là, elle était étonnée qu'on la paye à son salaire de prof. Donc depuis, elle gagne avec moi 2 fois son salaire de prof, parce que depuis, les salaires ont augmenté. Mais c'est vous dire quand même la grande misère dans laquelle est plongée cette jeunesse qui trouvait que finalement assez normal que quand on travaille avec quelqu'un, ça vaut de l'or. Non, ça vaut d'abord un salaire. Donc je réponds à votre question. Hein, elle était agressive. Non, pas du tout, jamais. Bon, jamais. Alors, deuxième travail que je demande à Camille, c'est des notes sur des sujets que je ne pourrais pas documenter moi-même. C'est vraiment un métier, la documentation, et moi, j'ai besoin d'un truc très, très pratique, je ne sais pas où les chercher. J'ai besoin... par exemple, un jour, je lui ai dit, écoute, c'était pour Mirror de Open, je lui ai dit, j'ai besoin de faire sauter un pont, mais je ne sais pas comment faire. Parce que mes soldats n'ont pas de dynamite, ils sont dans un camion, ils n'ont rien. Est-ce que tu peux me trouver une solution? Donc c'est la seule capable d'aller chercher les mémoires de soldats et puis me dire j'ai trouvé. Ça vaut de l'argent. Hein, bon, donc la paye, voilà, hein, je crois que je la paye bien. J'adore. Et tout le monde est content. Ouais, tout le monde est content. Et la troisième chose, c'est comme vous l'avez dit, à la fin, je lui demande de relire et de me dire historiquement, c'est pas très juste. Alors de temps en temps, je dis ok, je corrige, et puis de temps en temps, je dis écoute, je corrige pas, mais je prends mes responsabilités. Mais son boulot, c'est de cadrer tout ça. Vous dites que vous êtes plus soucieux de la véracité que de l'exactitude historique. Ah oui, l'exactitude, vraiment, je m'en fous. Alors mais ça me pose plein de problèmes, ça, plein de problèmes. Il y a une dame qui m'a, il y a un jour un type qui m'a écrit, c'était pour Au revoir là-haut, m'écrit Monsieur. Je sentais, il n'y avait pas, mais je sentais qu'il y avait des points d'exclamation. Vous voyez, c'est Monsieur, votre héros jette une grenade offensive. Ne s'agirait-il pas d'une grenade défensive? Et là-dessus, il me fait 3 pages de considérations militaro-balistico, je ne sais pas quoi. J'avais envie de lui dire, moi, j'écris pas pour les armuriers, je m'en fous. Enfin, vous voyez,
Mais enfin, ça me paraît. C'est une cause qui me disait parce que non, mais j'ai un type qui jette méchamment. Je peux pas écrire. Il jeta méchamment une grenade défensive. Ouais, ça me paraît fou. Pensant que Pour moi, c'était c'est une grenade offensif, offensive. le geste. Mais cela dit, sur le plan balistique, il avait raison. Mais je lui ai dit, écoutez, je suis désolé, je peux pas le faire. Là, pour ce roman-là, il y a une dame qui m'a écrit, Hélène commande un magret de canard en 48, c'est pas possible. Alors, moi, j'ai envie de lui dire, mais les canards existaient en 48. J'appelle Camille Clairet, je lui dis, documente-moi, est-ce que les canards existaient en 48 ? Alors elle va, non, je plaisante. Hein. Bon, donc elle me dit, oui, il y avait des canards, mais pourquoi ils n'avaient pas de magret, ces canards ? Bon. Et en fait, cette dame était très, très gentille, et elle m'explique dans sa lettre très gentiment, elle me dit, c'est que le magret de canard a été inventé beaucoup plus tard par 2 cuisiniers qui se sont disputés la paternité de ce plat, mais ça n'existait pas. Alors ça m'a intéressé ce truc-là, mais personne, c'était que le magret de canard n'existait pas. Enfin, bon, voilà, ça n'existait pas sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. Et donc je lui ai écrit, et je lui ai dit, écoutez madame, je vais corriger dans le livre de poche, et d'après vous, qu'est-ce que peut commander Hélène ? Et donc je lui demande, conseillez-moi. Alors elle m'a dit, deuxième lettre, on échange des courriers comme ça, par mail, et elle me dit, écoutez, moi je pense que puisque vous avez choisi le canard, je propose qu'elle mange un confit, parce que ça existait à l'époque. Et donc, dans la version, si vous avez ça, elle mange un magret, et vous verrez, dans le poche, elle mange un confit. Génial. Bon, alors, oui, voilà. Bravo. Voilà. Bravo. Bravo à et elle, merci d'abord. à cette dame, surtout. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je me trompe, je ne fais pas exprès. Hein, et que quand on me fait une réflexion... pas trop méchante, hein, parce que sinon je me mets en colère. Enfin bon, je suis prêt à... Mais au fond, je m'en fiche un peu, parce que mon souci n'est pas l'exactitude. Il peut y avoir une voiture en 1935 qui en fait a été commercialisée en 1936. Il y a toujours quelqu'un. Toujours quelqu'un. Généralement, c'est un homme de 53 ans qui est à peu près par là. Hein, puis qui brandit une coupure de presse pour me dire que j'ai mis une Juva 4 à une époque où elle n'existait pas. Donc je m'en fiche un peu parce que je ne fais pas exprès, mais quand on le découvre, on le corrige volontiers. Mais ce n'est pas vraiment des trucs qui vont m'intéresser, je ne perds pas de temps avec ça, parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça, c'est la vérité historique. Ça, c'est autre chose. Et c'est pour ça que j'ai une collaboratrice à qui je demande, son travail n'a rien à voir avec l'écriture, mais sa responsabilité, c'est de me signaler pour que je prenne mes responsabilités. Sur la vérité historique, c'est autre chose, la vérité historique. La frontière n'est pas celle de l'exactitude, c'est celle de la morale. Mettons-nous un instant à la place d'un adolescent qui lit Le Grand Monde. Imaginons que la seule chose qu'il va savoir sur la guerre d'Indochine, dont plus personne ne parle, c'est ce qu'il y a dans ce livre. Si j'ai écrit des choses, alors si j'écris des détails qui ne sont pas justes, s'en fiche. Mais si la conception qu'il a de cette guerre est erronée, là pour le coup, j'ai commis une mauvaise action. Je mets dans la tête de quelqu'un quelque chose. Vous voyez, si je m'affranchis de ça, je peux écrire n'importe quoi en me lavant les mains, en me disant j'écris n'importe quoi, c'est la licence romanesque, j'ai le droit de dire que l'Holocauste n'existe pas. Et quelqu'un qui lirait mon livre et qui n'aurait pas la culture historique pourrait dire j'ai lu dans le bouquin de Lemaitre que tout ça c'est de la rigolade. C'est inconciliable avec ce que je suis. Donc là, c'est pour ça que je demande à Camille Clairet de m'aider, de me dire, voilà, là où il y a une licence historique, et je mesure après moralement la responsabilité que je prends. Mais ça, la vérité historique, j'y suis attentif, je ne veux pas écrire quelque chose qui serait révisionniste ou, voyez, ou qui toucherait à ça. Par contre, l'exactitude, ça me donne l'occasion de discuter avec les lecteurs qui viennent me chercher sur les détails des boutons de guêtre. Voilà. Puis de toute façon, le plus important pour vous, ce sont les personnages. Vous avez 2 manières de les inventer, visiblement. La première est assez théorique, intellectuelle, abstraite, d'après ce que vous dites. J'ai dit ça ? Oui. C'est-à-dire qu'elle répond à la question... Comment je fais ? La deuxième ? La deuxième, je vous dis après. Mais on répond d'abord à la première. Répond à la question, de quoi ai-je besoin ? Ça, c'est la première question. Pourquoi j'ai dû dire ça ? Où est-ce que j'ai dit ça ? À qui ? Dans une interview. Oh là là. Je peux vous retrouver la source, mais pas là, sous la main. Bon, la deuxième, c'est le type de personnage qui est le plus intéressant. C'est celui qui est inattendu. Diem, c'est ces personnages que vous attendiez pas et qui, d'un seul coup, Geneviève, qui prennent de l'ampleur et qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas prévus au programme. Oui, alors, je retombe un peu sur mes pattes, là.
Hétéro-écrite. Oui. S'il y a un QCM, je vais prouver que c'est pas moi qui ai écrit mes livres. Voilà. En fait, voilà, je crois qu'il y a deux manières de créer des personnages. Enfin, je rends compte de la manière dont je travaille. Hein. N'allez pas en déduire que c'est comme ça que font tous les romanciers. Hein. Chacun a sa recette et chaque romancier a sa manière de fabriquer ses propres histoires. Moi, il y a deux manières. Globalement, il y a une manière effectivement assez conceptuelle. J'ai besoin que le personnage pilote mon histoire. Une bonne histoire, c'est d'abord quelque chose qui arrive à des personnages. Une bonne histoire, c'est pas théorique. Il faut que ça soit incarné par des personnages à qui il arrive des choses. Donc la construction du personnage dépend de sa place dans l'intrigue et il faut que le personnage serve mon intrigue, serve l'histoire que j'ai envie de raconter. Donc je fabrique les personnages qui vont me permettre de raconter mon histoire. Bon, ça, tout le monde peut le comprendre. Et puis, ce que tout le monde peut comprendre aussi, c'est que vous ne pouvez pas tout prévoir. Il arrive, pas tous les jours, hein, mais il arrive dans l'écriture que quelque chose qui n'est pas prévu arrive. Heureusement que tout n'est pas prévu parce que notre travail deviendrait... Alors, je vais vous raconter une anecdote, c'était dans Couleur de l'incendie. Dans Couleur de l'incendie, j'ai une maman, Madeleine, qui a un fils tétraplégique. Il y a un moment, j'ai besoin qu'au lieu de s'occuper de son môme, elle fasse autre chose. Parce que moi, j'ai un roman à écrire, et un personnage qui est tout le temps assis près de son môme, ça ne m'arrange pas, il faut qu'elle aille bosser. Hein. Bon, donc j'ai une histoire à raconter, moi. Hein. Bon. Donc, je me dis, il faut qu'elle embauche une infirmière. Bon. Donc, moi, dans mon plan, je mets, elle embauche une infirmière. Mais je ne vais pas plus loin que ça, parce qu'au stade où je construis l'histoire, ce que sera l'infirmière, c'est pas... vous voyez, mon histoire ne dépend pas de ce que sera l'infirmière. Elle dépend de ce que font mes personnages principaux, mes personnages secondaires, ça va, ça vient. Bon. Et puis, j'arrive au bout d'un moment sur l'embauche de l'infirmière. J'arrive dans mon plan, Madeleine embauche une infirmière. C'est ça qui est marqué. Bon. Et je me dis, cette infirmière, c'est qui? Alors, je me dis, moi, comment je ferais si j'étais à la place de Madeleine? Donc, je passerai une petite annonce. Je cherche une infirmière. Et puis, je ferai un casting. Hein, je verrai passer comme ça... Et puis, comme je suis Madeleine et qu'au fond, je n'ai pas du tout envie qu'une autre femme que moi s'occupe du môme, je n'en trouve aucune à mon goût. Trop grosse, trop moche, trop laide, trop chère, trop ceci, enfin jamais ce qu'il faut. Et je me suis dit, à un moment, je ne sais pas pourquoi, je vois arriver une fille assez plantureuse, blonde, et je ne sais pas pourquoi, elle ne parle pas un mot de français, elle est polonaise. Et donc, elle répond un truc en polonais. Moi, je ne parle pas le polonais. Enfin, je marque une phrase, je dis, elle prononce une phrase en polonais et personne ne comprend. Et là, je pose le stylo et je me dis, là, il y a deux solutions. Soit c'est une super bonne idée, soit c'est une idée qui va me poser des problèmes. C'est une fausse bonne idée. C'est une idée qui va poser plus de difficultés qu'il ne va résoudre de problèmes. Et puis, en creusant un peu, je me dis, c'est vraiment épatant. C'est épatant parce que, au fond, d'abord, elle embauche une immigrée, et ça touche à la question de l'immigration dans ces années-là. Donc ça me permet de mettre en scène quelque chose qui socialement existe dans ces années-là, l'immigration polonaise. Je vais placer le lecteur dans la situation exactement de Madeleine. On ne comprend jamais ce qu'elle dit, cette fille. Elle dit un truc, personne ne comprend. Et donc j'appelle ma traductrice polonaise et je lui dis, Johanna, est-ce que tu peux me traduire des phrases comme ça? Alors elle me les traduit, puis il y a même des lettres qui n'existent pas sur mon clavier. Non mais c'est un truc de fou. Hein. Bon, alors moi je les mets comme ça, je fais confiance à ma traductrice, et donc je mets mon personnage dans la même situation que vous. Quand vous lisez la phrase, je dis mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la traduction nulle part? Parce que dans la vie, Vladi, quand elle parle, il n'y a pas la traduction, et qu'on est obligé. Et donc, au fond c'était très amusant d'avoir ce personnage qui ne dit pas un mot, elle présente des lettres de recommandation en polonais. Personne ne peut les lire. Et donc, Madeleine lui dit un mot en français que naturellement elle ne comprend pas, parce qu'elle ne parle pas le français. Et quand Madeleine lui dit non, vous n'êtes pas embauché, elle en déduit oui. Elle dit je suis contente, et d'un seul coup elle se met au boulot. Et donc ça me faisait tellement rire, je me suis dit j'ai un bon personnage qui me permet de toucher quelque chose qui est juste, c'est un personnage qui va être jubilatoire. Et donc ça, c'était pas prévisible au niveau d'un plan. Je mets infirmière, mais je ne peux pas conceptualiser un truc aussi compliqué. Je ne le conceptualise que parce qu'il arrive et qu'à ce moment-là, je peux construire ce personnage qui, effectivement, d'ailleurs, dans le roman, c'est un personnage qui est vraiment, moi je trouve, assez frais. Prenne de l'ampleur. Oui, qui prenne de l'ampleur. Qui prenne une place importante. Oui, c'est le cas de Geneviève, elle va finir par phagocyter complètement le roman.
D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on sent aussi que c'est intéressant, hein. Tout ce que Ouais. vous dites est intéressant. Faut lui arracher, hein, faut lui arracher. Hein. Ce qui est intéressant, pour le coup, c'est que on sent qu'il y a une attention particulière qui sont portées aux personnages féminins. Vous dites que vous écrivez sur les femmes résilientes, et ça m'intéresse aussi. Ouais. Tout m'intéresse, mais ça en particulier. Oui, ouais, il est bien. Il est bien. Alors, quand je feuillette ce siècle, je feuillette à l'évidence un siècle dans lequel la domination masculine règne sans partage. Sur ces années-là, les femmes font beaucoup d'enfants, hein, c'est le baby-boom, donc toutes les femmes ont des enfants assez jeunes, elles ont pas mal d'enfants. Les familles de 2, 3, 4 enfants sont très très fréquentes, c'est la majorité. Ce qui arrange beaucoup les hommes, les femmes au foyer. Et d'ailleurs, c'est les années des arts ménagers, des publicités où on voit des femmes qui font la lessive, heureuses de faire la lessive, parce qu'elles ont homo. Et pec citron, je sais pas quoi, oui, c'est des trucs, elles donnent à manger aux enfants, il y a banania, oui, le colonialisme, c'est ça. Hein, bon. Donc, ces années-là, la domination masculine règne sans partage et le fait d'être dans une période de natalité permet aux hommes de cantonner les femmes dans un rôle actif mais passif sur le plan social. Elles n'ont pas de métier, etc. Et le peu de femmes qui travaillent vont aller vers des métiers de mère, infirmière, instit. En fait, vous voyez, on va les cantonner de toute façon toujours dans une déclinaison de la maternité. C'est dans cet endroit-là que l'homme va tenter de cantonner le rôle des femmes, même symboliquement sous la forme d'un métier comme institutrice, etc. Et ça me fait écho parce que j'ai travaillé sur les années 20, 30, 40, où j'avais déjà observé ça. Et au fond, je me dis, mais à chaque fois, mais comment font-elles pour survivre en tant que femmes ? Et au fond, c'est le concept de Cyrulnik qui m'a intéressé. C'est l'incroyable résilience des femmes qui réussissent dans un siècle de domination sans partage de créer le féminisme dans ces années-là et de l'amener là où il est. La bataille n'est pas gagnée. Aujourd'hui, les femmes gagnent en moyenne 13% de moins que les hommes, en moyenne. Qu'en 2022, il y a encore un écart comme celui-ci, c'est incroyable, mais ça donne une idée de ce qu'il était auparavant. Hein. Donc, au fond, comment elles en sont arrivées là ? Et en fait, je feuillette ce siècle depuis les années 20 et je vois progressivement de quelle manière elles ont réussi à survivre et à surmonter tous les endroits où les hommes ont tenté de les cantonner, de les stocker. Et j'ai l'impression qu'au fond, je disais déjà ça dans mes romans policiers, puisque je racontais presque toujours des histoires de femmes qui réussissaient à survivre, voire à se venger de la domination masculine. Et par exemple du viol, c'était le cas dans Alex, ou de l'emprise, c'était le cas dans Robe de mariée. Au fond, je pense que je mets en scène quelque chose qui est la vision fondamentale que j'ai de la femme dans le siècle. J'ai été élevé, moi, par des féministes. J'étais jeune homme en mai 68, à l'époque où le féminisme naît, et donc je suis élevé par les fiancées que j'ai eues, mes amoureuses, étaient toutes des féministes. Donc j'ai été élevé par ça, et je crois que c'est ce qui continue de se jouer dans ma littérature, cette idée quand même que les femmes vont aller chercher avec les dents une liberté qui est encore aujourd'hui pas totalement gagnée. Et dans ce siècle-là, on voit quand même que leur résilience, elle est absolument phénoménale. Importante. D'ailleurs, ce qui m'a aussi interpellé, c'est que j'ai l'impression que les femmes de votre vie, à vous, jouent aussi un rôle essentiel dans votre œuvre. Je pense à votre mère, qui vous a offert le goût pour la littérature, toute la littérature. Je pense à cette anecdote. Oui, alors, bon, vous êtes bien généreux avec elle. Quand même. Vous ne l'avez pas connue. Hein. Ça sent tout de suite à votre question, ça sent tout de suite. Hein. Bon, il faut que je lui trouve une qualité. Le livre de poche. Oui, le livre de poche, enfin. Non, je suis méchant avec elle, mais elle ne l'a pas volé. Alors, le livre de poche. C'est fondamental pour la construction qui vous amène à écrire ensuite. Vous avez raison. Alors, j'étais prétentieux tout à l'heure, maintenant je vais être carrément pédant. Je vais vous amener sur le terrain de Pierre Bourdieu.
Alors, Bourdieu, en deux mots, Bourdieu, c'est ridicule ce que je dis. Enfin, ce que je veux dire en deux mots sur Bourdieu, c'est là où le travail de cet immense sociologue m'a vraiment aidé à comprendre ma vie. Au moment où Bourdieu est mort, c'est à Annie Ernaux que Le Monde a confié l'article de nécrologie. Et Annie Ernaux, dans ce magnifique article de salutation à Bourdieu qui venait de disparaître, lui disait, en d'autres termes, vous m'avez expliqué ma vie. Vous avez changé ma vie parce que ce que vous avez expliqué en sociologie m'a aidé à comprendre où était mon problème avec mes parents, de quoi je souffrais. Et en fait, je me suis reconnu à la fois dans ce que disait Bourdieu et dans ce que disait Annie Ernaux. Mes parents, et là je vous l'explique, ce que dit Bourdieu, c'est qu'au fond, nos vies appartiennent à la strate sociale dans laquelle ces vies sont incluses. C'est-à-dire qu'au fond, il forge un concept qu'il appelle l'habitus et qui est, au fond, tous les symboles qui sont ceux d'une classe sociale. Je vais donner un exemple. Dans ma génération, dans la classe sociale où je vivais, qui était le bas des classes populaires, le milieu des classes populaires, le bas des classes bourgeoises, les enfants n'allaient jamais au concert. Jamais on allait au concert. Mais on leur faisait apprendre le piano. C'est-à-dire qu'en fait, on singeait la culture de référence, la culture bourgeoise, ou l'idée qu'on s'en faisait. Jamais on allait à un spectacle de chorégraphie, mais on faisait faire de la danse aux enfants. Jamais on avait été emmener les enfants à un ballet. Jamais. Mais on leur faisait faire quelque chose, au fond, qui n'appartenait pas à notre culture. Et ma mère emprunte, et c'est ce qui va me sauver, ma mère emprunte à la classe supérieure, la classe de la bourgeoisie, la littérature, parce que ce siècle-là lui permet de le faire. On invente en 1956 le livre de poche, il ne coûte pas cher, il y a un volume tous les 15 jours, et le catalogue est absolument déconnant. C'est un catalogue, on ne sait pas comment il est fait. Vous avez Mazo de la Roche, Jean-Paul Sartre, Pierre Benoît, Slaughter. Enfin, c'est un truc. Personne ne peut trouver une logique à ça. Et du coup, c'est une espèce de culture bizarre qui fait que si vous les lisez dans l'ordre où ils arrivent, vous passez d'un truc à l'autre. En fait, ça fabrique une espèce de paysage incroyable de la littérature. Vous passez d'un extrême à l'autre. C'est vraiment... Et ma mère emprunte en quelque sorte à la classe bourgeoise cette idée de la littérature, et c'est ce qui va me sauver, parce que le livre de poche va habiter notre maison, et l'idée de mes parents, et en ça ils étaient assez surprenants, il n'y avait aucun interdit. S'il y avait Sade dans la librairie, enfin, dans la bibliothèque familiale, il ne leur serait jamais venu à l'idée de penser que ce n'était pas pour moi. Jamais. Jamais. C'était un livre, donc... Ah oui, c'était un livre, donc il était autorisé par des... Ça, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire, hein, dans cette famille qui n'avait pas énormément de culture, d'avoir cette ouverture-là, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Et donc, je suis fabriqué... Alors, là encore, c'est un peu pédant, mais rappelez-vous, Sartre, dans les mots, il explique qu'il est né des livres. C'est ce qui fait la grandeur de ce livre, absolument admirable, hein, l'essai d'autobiographie de Sartre. Il dit « Je suis né des livres ». Alors, très modestement, hein, je ne suis pas Jean-Paul Sartre, hein, mais très modestement, moi, je suis né du livre de poche. Vous voyez? Oui. Et moi, je m'en glorifie, je suis né de ça, c'est ce qui m'a fabriqué, et je garde pour ce livre de poche, pour la marque du livre de poche, hein, pas pour le format, hein, pour la marque livre de poche, une affection particulière, c'est qu'au fond, je suis né de ça. Et quand le livre de poche avait 50 ans, ils sont venus me voir et puis ils m'ont dit on voudrait un texte original. Et donc je leur ai fait un roman qui n'est paru que dans cette collection-là, qui s'appelle Rosie and John. Et j'étais ému de donner au livre de poche un tout petit peu de l'incroyable richesse que j'ai reçue à la fois de mes parents et de cette magnifique collection. Et Pierre Lemaitre est peut-être le seul à connaître par cœur la liste des... Alors je la connaissais, bon maintenant le numéro 1, déjà vous le connaissez. Oui, c'est Königsmarck de Pierre Benoît. Mais vous savez, il y a seulement une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à publier, je rencontrais les représentants de Hachette, hein,
et je leur disais, vous connaissez votre catalogue? Et on récitait. Voilà. Moi, je pouvais réciter les 80 premiers numéros comme qui rigolent. Hein. Bon, je connaissais ça par cœur parce que je les avais eus tout le temps devant moi en permanence. Plusieurs centaines, je crois qu'il y en a plus de 300 qui... Ah oui, 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 oui. Ma mère avait une collection de 600 livres de poche parce qu'ils paraissaient au début à raison de 1 tous les 15 jours et puis très vite, ils sont parus à raison de 1 par semaine. Ça a été absolument incroyable. Il y avait une inflation. Ma mère, elle les achetait tous. Hein. C'est une grande obsessionnelle. Mais de certaine manière, c'est ce qui m'a sauvé, quoi. Et donc c'est la première femme qui intervient dans ce que vous êtes en tant qu'écrivain. Et la deuxième, évidemment, c'est votre femme, sans qui vous ne seriez pas là aujourd'hui, puisque vous avez déclaré « Mon écriture doit tout à mon épouse Pascaline ». Ouais. Expliquez-nous pourquoi. Je me rappelais pas que j'avais dit ça, mais je pourrais. Moi, je peux vous dire pourquoi, par contre, après. Ouais. Quel rôle joue-t-elle concrètement elle joue un rôle fondamental, crucial. Bon, c'est un peu intime, là. Hein, c'est un peu intime. On est entre nous. Oui, bon, ça sort pas d'ici. Hein. Bon, ça sort pas d'ici. Écoutez, j'ai toujours été romancier, mais j'étais un romancier qui n'écrit pas. Alors, ça peut paraître bizarre, mais je veux dire, j'ai toujours fabriqué des histoires. Toute ma vie, je ne pouvais pas m'empêcher, en voyant quelque chose, de me fabriquer une histoire à partir de ce quelque chose. J'ai passé mon temps à fabriquer des histoires imaginaires. Je ne les portais pas sur le papier, mais je passais mon temps à refabriquer quelque chose de fictionnel à partir de la réalité que je percevais. En ça, j'étais fondamentalement un romancier. Mais ma culture, la strate sociale qui était la mienne, faisait que devenir écrivain, c'était quelque chose d'inimaginable. Mes parents portaient la littérature au pinacle. Pour eux, c'était le sommet de la littérature, de la culture. La littérature était le sommet de la culture. Plus que la musique, plus que la peinture, pour eux, le sommet de la culture, c'était la littérature. Donc, pour moi, c'était quelque chose que je pouvais consommer, je pouvais lire, mais l'idée d'écrire un livre, c'était de transgresser une sorte de tabou. On retombe sur les catégories de Bourdieu, qui explique très bien, c'est ce que faisait Annie Ernaux dans ses premiers livres sur sa famille, c'est qu'au fond, il faut s'autoriser à transgresser quelque chose qui est de l'ordre d'un interdit que vous avez en vous et que vous ne contestez pas. Il faut vraiment faire une révolution sur soi-même pour contester quelque chose qui, d'une certaine manière, vous a construit. Il faut presque penser contre soi pour réussir ça. Donc moi, j'ai mis beaucoup de temps et ce qui a sauvé ma vie, c'est la rencontre avec mon épouse. Mais je suis un homme tardif, donc je la rencontre tard. Je la rencontre, j'ai 50 ans. Donc je deviens un mari tardif, un papa tardif, un écrivain tardif. Je suis un mec en retard, quoi. Bon, j'ai pris du retard à la naissance et je n'ai jamais rattrapé. Mais... c'est elle qui vous pousse à... Non, alors elle ne me pousse pas. Non, parce que vous avez un échec à 20 ans. Ouais. Vous essayez à 20 ans, vous échouez. À 40 ans, vous échouez. Ouais. Mais c'est elle qui va, quelque part, vous porter jusqu'à la publication. Elle y croit plus que vous. Ouais, elle y croit plus que moi. Vous avez raison. J'essaye, je ne suis pas publié. Je fais un premier livre. Moi-même, je ne l'envoie même pas parce que je sais qu'il est vraiment mauvais. Donc, je ne l'envoie pas. Ça m'a peut-être sauvé la vie. Je recommence après. J'ai des refus. En fait, je me fais à l'idée que cette transgression n'est pas pour moi. Pourtant, je suis devenu un intellectuel. J'enseigne la littérature. Mais ce sont des interdits. C'est ça que la puissance de Bourdieu, c'est de nous expliquer à quel point, même quand on a évolué, même quand on a lu, c'est pas suffisant. Il faut réussir à transgresser quelque chose qui est tellement puissant qu'il faut vraiment une surpuissance pour résister au poids, en quelque sorte, assez vertigineux de ces schémas que vous avez adoptés comme étant de tout temps de votre vie. Et j'écris je vous la fais courte. J'écris à cette époque-là un livre qui va devenir Travail soigné. Et je lui parle de mon écriture, mais je ne lui donne rien à lire pendant longtemps. Puis au bout d'un moment, je lui donne à lire. Alors elle lit ça très tranquillement, une page comme ça. Puis c'était pas fini, le bouquin n'était pas fini. J'avais arrêté. Et puis elle me dit non, tu devrais le finir, parce que ça,
va le publier, ça. C'est bien, le publier. Elle dit, il va être publié. Oui, Il n'y a pas de doute pour elle. Non, il n'y a pas de doute. Et alors, c'est là où il y a des miracles dans la vie. Il y a des miracles. En fait, cette transgression à laquelle je ne m'autorisais pas, d'une certaine manière, c'est elle qui la porte. En fait, elle transgresse à ma place. C'est comme si elle passait de l'autre côté et qu'elle me tendait la main. Alors du coup, il y a quelqu'un qui est passé, j'ai plus qu'à lui emboîter le pas, quoi. En fait, la transgression, c'est elle qui se l'autorise, et se l'autorisant, elle m'autorise à faire le pas. Donc je finis le livre, on l'envoie à 22 éditeurs, et j'ai 22 refus, ce qu'on appelle carton plein. Mais elle y croit toujours. Ah oui, oui. Elle est persuadée que c'est une erreur. Ah oui, oui, elle me dit non, mais t'inquiète pas, c'est une erreur. Alors là, c'est compliqué, là. J'ai 22 lettres, elle me dit non, c'est une erreur. J'ai envie de dire, peut-être que l'erreur, c'est toi, là. Et donc, je le lui dis. Je dis non, ne t'inquiète pas. Et d'ailleurs, 15 jours après, un éditeur, Lattès, m'appelle, on me dit, écoutez, on a refusé votre livre, mais finalement, on le prendrait bien. Elle me dit, je te l'avais dit. Et il a le prix à Cognac. Oui, du polar je te l'avais dit. Donc là, j'ai décidé de l'épouser. Parce que je me suis dit, je ne veux pas qu'on me la prenne. J'ai très, très peur qu'on me la prenne. Donc, j'ai demandé en mariage. Et donc, en fait, vraiment, je lui dois beaucoup parce que c'est elle qui m'a aidé à ça. Et après, tout est devenu pas facile. Parce que c'est un métier compliqué, c'est un métier difficile, comme tous les métiers. Je ne me plains pas, je suis un privilégié. Mais c'est un métier qui n'est pas facile. Mais vous savez, quand on est porté par une volonté... Quand on n'a pas la volonté de se porter soi-même, quand on n'a pas assez de force, de croyance en soi, de foi en soi, mais que quelqu'un d'autre la porte pour vous, bon, voilà, les choses deviennent possibles. Pas facile, mais elles deviennent possibles. Ce qui était impensable devient pensable et devient possible. Jusqu'au Goncourt, puisque en fait, Au revoir là-haut, qui, d'après ce que vous avez dit, est un polar qui a mal tourné. Absolument, oui. Et bien, elle y croit. Elle y croit même. Avant même que le livre soit... Elle le lit et elle dit à une amie, il me semble. Oui. Ça, c'est un Goncourt. Elle dit, je ne peux pas lui dire à lui, mais elle dit, ça, il pourrait avoir le Goncourt avec ça. C'est extraordinaire, quand même. Je ne savais pas d'éditeur, je ne savais pas ce que serait ce livre, mais elle ne s'est pas trompée dans son jeu. Elle est bibliothécaire, donc elle connaît bien la littérature. Elle a prêté des livres en bibliothèque pendant des années. Elle dirigeait une bibliothèque. Donc elle sait ce que c'est que la littérature. C'est une lectrice très expérimentée. Mais elle a quelque chose de plus que moi, je n'ai pas. Et qui, à un moment, a fabriqué ma carrière. Alors maintenant, les choses se sont un peu apaisées. Avec l'âge, avec la réussite aussi, je commence à savoir quel écrivain je suis. J'ai plus confiance dans ce que je fais. Mais il n'empêche, vous voyez, le résidu, ce qui reste de cette période-là, qu'on a traversée ensemble, c'est que je commence un livre, je lui en parle, je ne lui montre rien, je lui en parle. Alors bon, si je vois que la façon dont elle le reçoit est bonne, alors je me lance. Et en fait, je lui donne à lire au moment où je suis envahi par le doute. C'est généralement à la page 184, où là, le doute m'arrête. Je suis saisi par le doute, donc je lui donne à lire et je ne continue que si elle le valide. Et je ne pourrais pas écrire un livre qu'elle n'aurait pas... D'ailleurs, elle n'en a pas validé 2, il me semble. Oui, il y en a 2 qui sont restés sur le bord de la route. Ouais. Il y en a un pour lequel je lui en veux. Mais bon, en même temps, on ne peut pas à la fois croire et ne pas croire. Et donc, la troisième femme, j'ai presque envie d'aller au bout. Est-ce que Suzanne, qui a 12 ans, joue déjà un rôle ou pas? Alors, Suzanne, non, elle joue un rôle parce que cette petite fille est une petite fille particulière. Elle est incroyablement vive. Elle parle extrêmement bien. Et alors, où elle a changé un peu ma vie, c'est que comme elle est dyspraxique et qu'elle a eu beaucoup de retard en lecture et qu'elle aime les histoires, il n'y avait qu'une seule façon de faire, il fallait que je lise à voix haute. Alors, il se trouve que une chose que j'adore. Donc, je lui ai lu, je crois pouvoir dire, des centaines de livres. Depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 11 ans, j'ai passé mon temps à lui lire. On a lu Harry Potter intégralement, on a lu des tas de trucs, des sagas pour enfants. Voilà. Et donc, je lui ai fait la lecture. Et maintenant, elle ne veut plus que ça soit son père. Elle est grande, donc elle écoute les livres enregistrés. Et puis, elle commence maintenant à lire. Elle a 12 ans, mais elle a des difficultés à lire. Mais ça y est, elle commence à lire. Mais
à travers la lecture à voix haute et à travers l'audio, elle a lu, écouté des centaines d'histoires. Donc, elle a beaucoup de vocabulaire, elle a une richesse fantasmatique d'un grand lecteur ou d'une grande lectrice. Mais ça, c'est parce que ça reboucle un petit peu avec ce qu'on disait. C'est parce qu'on a pu repérer très tôt la manière dont on pouvait l'aider à contourner cette difficulté. Donc, je peux dire qu'elle m'a entretenu. Elle a entretenu la flamme de la littérature. Et d'une certaine manière, c'est peut-être la plus littéraire de nous trois aujourd'hui. Vous lisez à voix haute, mais est-ce que vous écrivez à voix haute ? Alors non. Certaines fois. Par exemple, pour les dialogues, je suis obligé de les lire à voix haute pour voir si ça fonctionne. Hein ? Un dialogue, c'est très particulier. Ça répond à des critères qui ne sont pas des critères purement littéraire, purement esthétique. Il y a une espèce d'impact du dialogue qui ne fonctionne que si vous l'écoutez. Donc oui, des phrases comme ça. Mais sinon, j'écris silencieusement. En revanche, j'ai enregistré les trois... Pour Audiolib, ouais. Pour Audiolib, c'est moi qui les ai enregistrés à voix haute. Audiolib ne voulait pas au début. Hein, il ne voulait pas. Oui, mais vous avez voulu faire la Comédie Française, il ne pouvait pas vous... Parce que j'ai plaidé, j'ai dit, je voulais... Vous avez fait le cours Simon, le conservatoire, et puis vous êtes parti au service militaire au lieu de vous présenter au concours. Voilà. Et donc j'ai essayé de faire valoir ma non-expérience comme si ça valait de l'expérience. Bon, en tout cas, ça s'est plutôt bien passé avec Audiolib, ils m'ont fait confiance, et je crois que les livres sont assez réussis. Et j'ai appris quelque chose d'assez fondamental dans la lecture à voix haute de ces livres. Et du coup, maintenant, avant de les donner à mon éditeur, je lis à voix haute intégralement le livre dans mon bureau. Je m'installe et pendant 3 jours, je lis à voix haute et j'entends des choses que je n'ai pas vues à la lecture ou à l'écriture. Vous vous rendez compte que, tiens, il y a une répétition. Bon, alors, souvent, l'éditeur fait très bien son travail, il va la repérer, mais enfin, il y en a quelques-unes qui sont frappantes, où vous vous dites « Ah !» ça serait mieux d'intervertir les 2 paragraphes. Ce serait mieux. Vous entendez quelque chose et vous dites « Ah là, c'est un peu long. Hein. Il faut couper. Il faut... » Ou là, vous vous dites « Ah, c'est dommage. Pourquoi je ne vais pas un peu plus loin ?» Enfin, à la lecture, à voix haute, vous entendez quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre à la lecture silencieuse. C'est très étonnant, très étrange. Et donc, la dernière version, pour moi, c'est la version que je lis à voix haute dans mon bureau. Et puis ensuite, une fois que le texte est validé, je le lis au micro pour l'enregistrer. Et là, c'est un autre travail mental. C'est je lis au micro pour l'enregistrement, hein, que vous pouvez acheter. Et c'est ma manière à moi de dire au revoir au texte. C'est page après page, et je fais tomber les pages par terre. Et je lis les pages et au fur et à mesure, je les fais tomber par terre. Et comme ça, j'ai vécu 12 mois, 14 mois, 18 mois avec un roman, avec des personnages. C'est long. Hein. Vous êtes attaché à ces personnages et c'est difficile de vous en séparer. C'est pas simple. Et donc, c'est comme un postpartum. Hein. Bah oui, d'un seul coup, quelque chose va vivre en dehors de vous dont vous êtes le concepteur, qui vous échappe et qui va vous manquer. Et en même temps, qui vous a bouffé une partie de votre vie. Donc, qui a pris sur votre espérance de vie. Donc, c'est un moment de postpartum. Et donc, je fais 2 choses. Je fais tomber les pages, sauf celles que je veux encore corriger pour le livre de poche. Ce qui fait que le livre de poche, mon ultime cadeau à cette collection qui m'a fabriqué, eh bien, c'est que je trouve encore ici et là un détail que je peux arranger, une petite faute que je n'ai pas vue. Et ça, c'est des choses que je donne à Pascaline en disant pour le livre de poche. Et donc, le livre de poche bénéficie de toutes ces petites corrections, ce qui fait que la meilleure édition que vous avez n'est pas celle-là, mais celle du livre de poche. Achetez-la sauf quand même. Sauf que, pour que je vive, il faut que vous l'achetiez et que ça vous oblige à attendre très longtemps pour l'avoir. Mais j'aime bien cette idée que la version la plus stabilisée, la plus finie du livre, c'est celle qui est la plus populaire et la moins chère. On va laisser Pierre Lemaître repartir à l'ombre du moulin le plus célèbre de la littérature populaire française et le remercier pour cette superbe intervention. Merci à Michael qui avait magnifiquement préparé. Merci beaucoup à vous. Merci à tous. Merci.